Je voudrais d'abord remercier, comme d'habitude, Hossein pour son accueil ici et vous dire que c'est très important. Le lieu-dit et évidemment ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la santé publique renforce les difficultés du lieu-dit, je pense. Ça ne doit pas être un moment très favorable pour le lieu-dit comme pour tous les lieux qui réunissent des gens. Donc merci beaucoup à tous d'être venus. Et il faudra rester, on restera après à dîner, on vous invitera à dîner avec nous pour poursuivre la conversation. Et j'invite le maximum d'entre vous à rester après. C'est une façon aussi d'aider le lieu-dit à continuer ce travail qui est très important pour nous, et pas simplement pour nous, pour beaucoup de gens qui organisent des débats. Alors c'est vraiment un grand plaisir d'accueillir ce soir Maboula, parce que c'était au mois de mars, on voulait tenir quelque chose autour de la question féministe, autour des femmes. On n'est pas exactement le 8 mars, mais on est quand même dans ce mois. Et inviter Maboula, après le petit livre qu'elle a fait, ça nous semblait le bon choix à faire. Maboula a fait un livre, c'est un petit livre, hein, il sera, pour ceux qui le veulent, il y en aura en vente tout à l'heure à la sortie. Mais c'est un petit livre qui a une dimension, il est un petit peu couille, diraient les Américains, parce qu'il est un petit peu étrange, il est un petit peu hors des sentiers battus. Ce n'est pas une thèse, ce n'est pas un travail en 12 chapitres avec une bibliographie de 40 pages. C'est à la fois un parcours de vie qui raconte une expérience de vie et qui en même temps revient sur des questions qui sont nouées à chaque fois et qui sont à la fois des questions politiques clés et des questions auxquelles tu n'as pas forcément eu les réponses dès le début. Tu le racontes et comment tu avances dans cette expérience qui est la tienne de femme noire et comment Donc c'est un livre qui pour moi est très important et qui ouvre peut-être ce champ, cette discipline des études qui est si fort aux États-Unis mais qui est si peu présent en France, ce champ d'études. Donc prends quand même un petit livre qui inaugure quelque chose et qui est un petit livre dont on ne sort pas sans trouble. On est évidemment dans le trouble, mais c'est évidemment très bien. Alors on va faire ce soir de manière un peu originale. Maboula ne souhaitait pas trop faire un exposé, puisque ça ne correspond pas non plus au style du livre, de 45 minutes et suivi d'une discussion. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est je vais prendre certaines parties du livre, des petits passages qui, moi, m'ont particulièrement marqué. Je vais les lire, et puis on demandera à Maboula de prolonger, de dire pourquoi elle a écrit ça, etc. Et puis on pourra, à chaque fois, dans ce cours, donc très discussion en même temps, d'autres d'entre vous pourront intervenir s'ils le veulent pour poser des questions à ces différents moments du parcours qu'on va faire au sein du livre de Maboula. Alors, je vais commencer par le premier. Alors, je lis beaucoup moins que Hervé. Je lis beaucoup moins bien que Hervé. Voilà. Mais je vais faire de mon mieux. Alors, le livre commence comme ça. C'est l'ouverture du livre, l'introduction. Fille de l'Hexagone et de l'Atlantique, mon ascendance, mes origines, mes trajectoires et ma propre histoire m'inscrivent dans l'immensité culturelle, politique et intellectuelle de l'Atlantique noir, un espace géographique profondément façonné par l'histoire. J'évoque cet espace, qualifié de triangulaire, qui a mis en relation de manière inédite et pérenne 3 continents, l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Il englobe donc la Côte d'Ivoire et l'Afrique de mes parents, de même que l'Hexagone, mon lieu de naissance et de résidence actuelle, après de nombreuses années passées outre-Atlantique, où je me suis construite intellectuellement. Je laisse déjà. Donc merci. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir et merci de lieu-dit. Je viens toujours pour les grandes occasions. Donc là, ça fait quelques années que je n'étais pas revenue, mais merci pour l'accueil et merci d'exister et de créer ces espaces de discussion dont on a tellement besoin, dont on aura toujours besoin. Et donc merci Philippe pour l'invitation et la Société Louise Michel pour les activités. Donc là, peut-être si je peux me permettre, au niveau de l'introduction, avant la partie que vous venez de lire, je cite un artiste de dancehall jamaïcaine, de musique dancehall jamaïcaine que j'écoute. C'est un artiste qui n'est pas le plus connu, qui était un ancien danseur et c'est une sorte d'ambianceur. Et il s'appelle Chi Ching. Et il a un morceau qui s'appelle One Knock qui date des années 2010 et dans laquelle il dit à un moment « I'm black with 7K ».
Voilà, et donc c'est par ça que commence l'introduction. I'm black with 7K. Et j'ai choisi de commencer l'introduction par cette citation de Chi Ching Ching, parce que je pensais qu'elle, je pense qu'elle résume bien, elle était déjà inattendue dans la chanson qui n'a pas trop d'intérêt, si, on peut danser dessus, mais c'est pas l'un des plus grands standards de la musique jamaïcaine qui va marquer les esprits, mais c'est un morceau très dansant. Et au milieu de toute cette, je sais pas, c'est quand même une chanson un peu absurde, quelqu'un qui est perdu, qui ne sait plus si on est le matin ou le soir, qui raconte un peu sa vie errante. Au milieu de cette chanson apparaît cette phrase, et I'm black with 7K, je suis noir avec 7 R, on pourrait le traduire en français. Et c'est une phrase qui m'a toujours frappée, parce que je me disais que dans cette chanson dont je n'attendais absolument rien, j'avais l'impression d'avoir trouvé une assertion qui résumerait un peu mon positionnement sur cette identité noire, sur cette diaspora africaine. Ce que j'aime bien dans I'm Black with 7K, c'est que déjà on retrouve un peu du créole jamaïcain, même si la phrase est en anglais, elle ne respecte pas les règles de grammaire de l'anglais. Il devrait dire I'm black with 7Ks avec un petit S à la fin. Il n'y a même pas de S. Donc je me dis que d'emblée on est dans l'irrévérence, on est à la Jamaïque, on est dans ce créole qui est né de la rencontre entre les Européens et les Africains, ce mélange de langues. Donc on a cette irrévérence et on a cette insistance sur cette identité noire. Voilà, donc c'est par ça que commence le livre. Ensuite, donc dans le livre, je reviens à des choses qui sont considérées comme un peu plus sérieuses. Et je parle de ce positionnement qui est à la fois géographique, qui est historique et qui est culturel. C'est-à-dire l'existence même de ce qu'on appelle donc l'ère atlantique ou l'Atlantique noir. Maintenant qu'on a enfin traduit Gilroy en français, on sait qu'il y a cette notion d'Atlantique noir. On a également des choses qui ont trait à la question de la diaspora africaine, c'est-à-dire le déplacement forcé, violent, et la dispersion des populations d'ascendance africaine à travers le monde. Donc la diaspora africaine, elle est née de cette ère moderne qui a mis en relation le continent européen, le continent africain et le continent américain de manière inédite dans l'histoire de l'humanité. Et donc moi, cette diaspora africaine ou cette zone atlantique, ce sont mes objets d'étude. Sauf qu'au-delà de mes objets d'étude, je suis moi-même d'ascendance africaine puisque mes parents sont issus de la Côte d'Ivoire. Je suis née à Paris, donc en France hexagonale, et j'ai longtemps vécu dans les Amériques, notamment aux États-Unis, mais j'ai beaucoup voyagé à l'intérieur de ces Amériques. Donc en fait, ce que j'essaye de faire d'entrée, c'est d'expliquer ce va-et-vient permanent qu'il m'a fallu gérer entre ma trajectoire personnelle, ma vie intime, individuelle, familiale, et cette plus grande histoire, en fait. L'histoire que je vais raconter, donc on dit que c'est une autobiographie, ce n'est pas vraiment une autobiographie, ce n'est pas seulement une autobiographie. L'histoire que je vais raconter me dépasse moi-même. Il ne s'agit pas de ma seule histoire à moi. Ça ne veut pas dire que mon histoire personnelle représente ou effacerait d'autres histoires et d'autres parcours. Je veux juste dire que je raconte mon histoire, puisque par le biais de mes études et par le biais de la recherche que j'ai menée, j'ai tout simplement essayé de m'expliquer ma vie. Donc je me sers de mon expérience personnelle comme source on va dire, comme outil d'analyse aussi légitime que d'autres sources plus conventionnelles et plus traditionnelles dans la recherche scientifique. Merci. Passage suivant, je voudrais lire, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Tu donnes cette citation, je ne sais pas si vous savez de qui elle est, « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne ». Je ne sais pas si vous savez de qui est cette citation. Elle est de Derrida. Et tu continues un peu plus loin en disant « Étant né à Paris, issu de parents ayant migré en France depuis la Côte d'Ivoire dans les années 1960, ma langue principale, celle que j'utilise et que je pratique le plus, celle que je connais le mieux est le français. Je devrais alors pouvoir décrire cette langue française comme étant la mienne, ma langue maternelle, ma langue première ou naturelle. Ce n'est pourtant pas le cas. Cette langue française n'est pas ma langue maternelle. Elle n'est ni la première langue dans laquelle je me suis exprimé, ni ma langue naturelle. Bien au contraire pour moi, cette langue française serait plutôt une langue que j'ai acquise très tôt. En cela, elle est nullement une langue qui m'a été transmise naturellement, entre guillemets, par ma famille, par le biais de ma mère. Car le français n'est pas la langue de ma mère. C'est pour cette raison qu'il m'est difficile d'identifier clairement ma langue maternelle. J'utilise ici l'adjectif maternel dans son sens premier,
puisque je parle d'une langue qui n'est pas celle de ma mère, que je pratique depuis mon plus jeune âge, qui est celle d'un pays qui n'est pas toujours le mien. La langue d'un pays qui s'est déployé partout dans le monde, un pays fort, un pays dominant, un pays dont je suis l'un des fruits de l'histoire. De ce fait, entre ma mère et la France, il y a l'histoire. Entre ma mère et moi-même, il y a l'histoire. Entre la langue française et moi-même, il y a l'histoire. Une histoire ancienne, à la fois riche et complexe, internationale, splendide et douloureuse, silencieuse, oubliée ou tout simplement niée. Pourtant j'existe, et la France n'est pas ma mère. Donc il faut que je m'explique. Là, ça commence à devenir sérieux. Donc je cite Derrida, mais je cite surtout Kawthar Archi qui cite Derrida. Et j'aimais bien cet écho, en fait. On va dire que même la pensée de Derrida, on va dire, elle a été étudiée, elle peut être enseignée, elle est devenue acceptable. Et je l'ai reprise par le biais de Kawthar Archi, qui, elle, donc une sociologue et comment dire, écrivaine française d'origine algérienne, qui travaille sur des auteurs francophones issus de l'Algérie coloniale et post-coloniale, et qui, à un moment, dans son, dans son ouvrage, parle de cette citation de Derrida. Donc moi, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que Derrida est accepté, Kawthar Archi n'est pas encore assez accepté, assez enseigné, institutionnalisé. Donc c'est ce qui m'intéressait de reprendre par le biais de cette citation. Et en fait, cette citation, elle est extrêmement importante et elle m'a touchée principalement parce que je me suis effectivement posé cette question de la langue maternelle. Donc si on réfléchit ne serait-ce que littéralement à cette question de la langue maternelle est celle de la mère. Et c'est la langue que l'on est censé, la première langue qu'on a entendue, la première langue dans laquelle on va s'exprimer. Et donc moi, je m'aperçois aujourd'hui que je n'ai pas de langue maternelle et que je parle une langue qui n'est pas celle de ma mère. Puisque je ne parle pas la langue Djoula. Mes parents sont issus d'un groupe ethnique ouest-africain qui s'appelle donc les Djoula. Et en fait, ça renvoie, au début, ça peut paraître vraiment peut-être très anecdotique, très anodin même, mais ça m'a renvoyé au fait qu'au départ, quand j'ai écrit cet ouvrage, quand j'ai commencé, ça faisait longtemps que des questions m'obsédaient. J'ai retrouvé dans mon ordinateur des documents Word de 2013 où je parlais déjà de triangle, d'Atlantique, de choses comme ça. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à rédiger ce texte, en fait, il faut savoir que je l'ai rédigé en anglais d'abord. Pas entièrement, mais je devais avoir une 40aine de pages qui avaient été rédigées en anglais. Et d'ailleurs, j'avais commencé à écrire aux États-Unis, où je me trouvais il y a 2-3 ans pour une année. Et donc, j'avais commencé à écrire ces phrases en anglais, et tout ce qui me venait ne me venait qu'en anglais. Donc, j'ai travaillé sur ce début de texte pendant 1 an, et je l'ai présenté à chaque fois en anglais dans plusieurs universités américaines, puisque j'étais en poste aux États-Unis entre 2016 et 2017 pour la dernière fois. Et quand je suis arrivée en France et que La Découverte m'a contactée, notamment c'était Thomas Deltombe, mon premier éditeur, il m'a demandé si j'avais un texte, si j'écrivais des choses, et je lui ai parlé de ce texte que j'avais commencé à écrire, mais en anglais. Et donc je lui ai envoyé les pages, et il était très enthousiaste, très intéressé depuis le début. Et il m'a demandé, maintenant il faut que tu l'écrives en français. Et ça m'a posé un vrai problème en fait. J'ai eu un véritable blocage. Je n'arrivais pas à écrire en français. Je n'arrivais absolument pas à dire, pourtant des choses qui se sont retrouvées plus tard dans le texte, mais je n'arrivais pas à m'exprimer sur ces questions, et notamment sur la question de l'identité noire, en français. Et donc, Thomas, il a eu une idée lumineuse. Il m'a juste dit, essaye d'écrire et de réfléchir aux raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à écrire en français. Voilà, essaye d'écrire ça. Et en fait, une fois que j'ai commencé à écrire sur ça et à réfléchir à ça, ça m'a débloqué dans l'écriture. Et ce dont je me suis aperçue, en réfléchissant de manière peut-être plus consciente sur mon impossibilité d'écrire en français, puisqu'il y a un moment, j'ai même envisagé, même très temporairement, mais je me suis dit, peut-être qu'il va falloir que je trouve un traducteur, alors que c'est ridicule, je suis bilingue en anglais, je peux me traduire moi-même. Mais peut-être il faudrait une autre personne pour dire des choses, mais si cette personne disait ces choses-là, je perdrais ma voix en français.
Donc ce qui m'a intéressé, c'était peut-être de trouver ma voix en français, de m'interroger sur comment j'allais formuler certaines choses. Et donc toute la réflexion que j'ai menée m'a simplement conduite à la conclusion que je possédais moi-même, mais il existait aussi en France et en France hexagonale, à chaque fois que je dirais toujours France hexagonale, des tabous, des impossibilités de dire certaines choses, des impossibilités de parler, d'évoquer, peut-être pas oralement, mais en tout cas à l'écrit, je ne sais pas, certains vécus, une certaine trajectoire, enfin certaines trajectoires qu'on n'arrivait pas à les exprimer. Que moi, je ne les avais jamais lues en français, c'est-à-dire, je ne les avais jamais lues en français de ma période. Évidemment, il y a des choses qui ont été écrites à travers les siècles et il y a toute une tradition intellectuelle et politique. Mais en tout cas, de ma génération, dans ce moment post-colonial, dans cet endroit hexagonal, ben, en fait, j'avais jamais lu quelque chose qui parlait aussi profondément, on va dire, de moi. Donc il a fallu que je passe un cap et que je m'autorise à dire ces choses-là en français. Et que je m'autorise à les dire alors que je les avais étudiées, la théorie, par exemple, souvent sur les processus de racialisation, la race, l'ère atlantique, l'histoire, les cultures. Même si j'avais lu des choses en français, je les avais beaucoup étudiées aux États-Unis et donc en anglais. Ce qui veut dire qu'il y avait plein de concepts qui me venaient dans cette langue anglaise et que je n'arrivais pas à transposer et que je ne m'autorisais pas à traduire et à implanter dans ce sol français hexagonal. Et donc ces réflexions m'ont également mené à m'interroger sur mon propre rapport à cette langue qui était censée être ma langue maternelle, qui est la langue de ma mère. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas parler la langue de sa mère et de parler la langue d'un pays qui n'est pas sa mère? C'est pour ça que je dis la France n'est pas ma mère. La France n'est pas ma mère et pourtant je parle français. Je suis bilingue en anglais, j'ai toujours eu des facilités en langue, donc j'ai beaucoup étudié l'allemand, j'ai beaucoup étudié le latin et le grec. Donc voilà, j'ai une oreille pour les langues, mais je n'arrive pas à parler la langue de ma mère. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de peut-être d'impossibilité de se dire soi-même quand il y a eu cette irruption, cette insertion et quand il y a cette existence de l'histoire, parce qu'il s'agit bien d'histoire, dans une sphère qui est des plus intimes. Qu'y a-t-il de plus intime qu'un rapport entre une mère et un enfant? Et même dans ce rapport entre une mère et un enfant, il y a l'histoire. Et l'histoire qui fait que, bon ben, on quitte un pays pour se diriger vers un autre, on quitte un pays où la langue d'origine n'est pas valorisée, on quitte un pays pour se retrouver dans un pays où on va dire, voilà, les langues d'origine, il faut un peu les oublier. Mais ce n'est pas toutes les langues d'origine. Si on est américain, si on est allemand, si on est, je ne sais pas, allez, je vais rester sur les États-Unis et l'Allemagne. On ne dit pas aux enfants, on ne dit pas aux parents, si vous continuez à parler anglais ou allemand à vos enfants, ils ne réussiront pas à l'école. On ne dit pas que oublier la langue maternelle va, comment dire, permettre une intégration plus réussie, une assimilation plus réussie. Là, moi, je viens d'une communauté à laquelle on a dit et qui a cru que si on ne parlait pas nos langues, ça serait mieux pour nous. Voilà, c'est ce que j'ai à dire sur cette question. Donc là, ça me semble très, très clair. Ouais. Je vais continuer avec une petite citation sur la question de la diaspora. Cette histoire de la diaspora noire qui est un peu au centre de ton livre. Et tu dis ceci, en réalité, cette diaspora transatlantique, qui évoque le commerce triangulaire, à laquelle je m'intéresse est maîtresse de sa propre signification, de sa propre logique, de ses propres orientations, de son propre fonctionnement et de sa propre splendeur. Alors, la diaspora comme outil d'analyse dans la recherche, je l'ai découverte aux États-Unis il y a plus de 20 ans quand je suis partie la première fois pour étudier. J'ai pris un cours qui s'appelait peut-être Introduction à la diaspora africaine et je n'avais jamais entendu parler ni de ce champ de recherche et je ne pense pas avoir été familière à l'époque avec le terme de diaspora. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur Colin Palmer, qui est l'un des pontes de l'histoire de cette diaspora africaine, dans l'histoire de dans l'étude de son histoire et aussi dans la théorisation. Et Colin Palmer, en fait, c'était un séminaire doctoral, on n'était pas nombreux.
a fait un tour de table lors du premier cours en demandant à chaque doctorant de se présenter et de dire d'où il venait, s'il venait d'ailleurs que les États-Unis. Donc moi j'arrivais en tant que parisienne, voilà, française, et il y avait des gens qui étaient blancs américains, africains américains, des gens qui venaient du Brésil, de la Caraïbe. Et à chaque fois que quelqu'un venait d'un endroit qui appartenait à cette diaspora noire africaine, Colin Palmer disait tu fais partie de la diaspora, tu fais partie de la diaspora. Et moi, ça me semblait tout à fait normal, logique, si on était brésilien ou même africain-américain. Et quand est venu mon tour et que j'ai dit je suis né à Paris, j'habite en France et mes parents sont de la Côte d'Ivoire, il m'a également dit tu fais partie de la diaspora. Et ça a été vraiment un choc. Enfin, je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire que jusqu'alors, je m'étais toujours pensée en suivant le récit familial, je m'étais pensée comme africaine, évidemment, comme ivoirienne, comme djoula, comme musulmane, mais pas comme faisant partie d'une diaspora, puisque moi, je venais d'un endroit que je pouvais localiser. On avait une terre d'origine, on avait une généalogie, enfin des généalogies très précises et qui d'ailleurs étaient valorisées. Donc je n'étais pas, à mes yeux, à l'époque, dispersée. Je n'avais rien perdu. J'avais un ancrage localisable. Voilà, l'Afrique était à portée de main, même si je n'y allais pas, on n'allait pas beaucoup en Côte d'Ivoire quand j'étais jeune, pour des questions d'argent. Mais je pouvais me dire, peut-être pour le dire schématiquement, que l'Afrique c'était ma mère. C'était simple, l'Afrique c'est ma mère. Donc c'est pas ma grand-mère, c'est pas mon arrière-grand-mère, c'est pas mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Donc elle est directe, elle est simple, elle est accessible. Et donc quand Colin Palmer m'a dit tu fais partie de la diaspora, en fait ça m'a complètement chamboulée et j'ai commencé à vraiment réfléchir sur mon positionnement en France et aussi mon positionnement par rapport au continent africain et par rapport à la Côte d'Ivoire qui n'était pas mienne, et qui était celle de mes parents. Donc il y avait une sorte de décalage, il y avait une distance qui était certes moins importante que la distance qui peut séparer un Afro-Brésilien je sais pas moi, de quelqu'un qui est au Sénégal. Mais avec l'immigration, enfin ces vagues d'immigration m'inséraient quand même dans cette histoire plus longue de la diaspora, donc cette dispersion des populations africaines, donc évidemment à différents moments de l'histoire pour différentes raisons. Moi j'arrive au moment colonial et post-colonial, mais ce moment post-colonial, il est en lien avec le moment colonial, il est en lien avec le moment esclavagiste. Donc voilà, je m'aperçois que je fais partie de cette diaspora et c'est une découverte. C'est vraiment une découverte et personnelle, enfin à la fois personnelle et intellectuelle. Alors on va poursuivre justement dans cette veine. Je vais lire deux passages un peu plus longs. Le premier commence ainsi. Qu'il s'agisse de la défiance de la reine Ginga face aux autorités portugaises. J'aime beaucoup ton allusion à Ginga parce que j'ai édité il y a un an maintenant un livre qui s'appelle Ginga, une reine guerrière, qui est une traduction de Heywood, des États-Unis, et qui raconte l'histoire de cette reine africaine du XVIIe siècle qui s'est opposée dans ce qui est aujourd'hui l'Angola, et qu'on appelait à l'époque le Ningo Matumba, qui s'est opposé aux colons portugais qui venaient faire des rafles d'esclaves sous la direction des jésuites pour les envoyer au Brésil, dans les plantations, qui seront les plantations de sucre, puis dans les Caraïbes. Et donc la reine Ginga a été la première grand acte dont on se souvient, il y en a peut-être eu d'autres, mais qui est resté dans nos mémoires parce qu'on a, pour des raisons très particulières, gardé traces écrites grâce aux franciscains qui l'entouraient, qui ont pu noter tout ce qui se passait. On a gardé trace de cette guerrière, de cette reine extraordinaire qui a mené la résistance face donc, aux Portugais. Donc qu'il s'agisse de la défiance de la reine Ginga face aux autorités portugaises, qu'il s'agisse de l'écho de l'explosion décidée et dirigée par le colonel Delgrès au fort Matouba en Guadeloupe, entendu par toutes les Amériques noires, lesquelles en ont préservé la mémoire, qu'il s'agisse de la lumineuse révolte d'esclaves de Saint-Domingue qui a accouché de la première république noire du monde. Et tu conclus qu'il s'agisse en outre des sœurs martiniquaises Paulette et Jeanne Nardal, diplômées de la Sorbonne, traductrices et à la tête d'un fameux salon littéraire, qui ont posé les premiers jalons du monumental mouvement de la négritude à éclore, qu'il s'agisse enfin d'un psychiatre français martiniquais éclairé, rejoignant la résistance anticoloniale algérienne, la victoire de cette même Algérie
face à une France arrogante et dans le déni. Évidemment, il s'agit de Frantz Fanon, vous l'avez compris. Et tu conclus ce passage en disant « Les actes de résistance ont été ininterrompus ». Mais je voudrais compléter cette citation par une autre, qui est un peu plus loin dans le livre, où tu dis ceci, sur cette histoire d'une résistance ininterrompue. Contrairement à l'histoire blanche, évidemment, qui raconte l'histoire de la libération des esclaves comme un acte de bienveillance des Blancs, et non pas comme le résultat de ces multiples et permanents actes de résistance. Le vécu, la voix, les histoires de ceux qui ont été vaincus, conquis, dominés, manquent à l'appel. Par conséquent, comment serait-il possible de véritablement témoigner de cette histoire traumatique sur plusieurs générations et à l'échelle mondiale si certaines des preuves et des archives ne sont tout simplement pas accessibles? Cette question est primordiale en ce qu'elle remet en cause les fondements même de la discipline scientifique qu'est l'histoire. En effet, lorsqu'il s'agit de la diaspora noire africaine, l'approche scientifique traditionnelle se révèle de facto tout à fait insuffisante et incomplète, dénuée d'archives émanant des principaux concernés, et sans recours possible à l'histoire orale du fait des siècles écoulés, cette histoire particulière se transformerait donc en simple mémoire, c'est-à-dire en une sorte d'histoire en demi-teinte, une sous-histoire, une histoire polluée par les émotions, en d'autres termes, une histoire non scientifique. Alors, je pense que la lecture de ces deux passages va me permettre de revenir sur un point que vous aviez évoqué tout à l'heure et que j'avais un peu négligé, la question de la splendeur de la diaspora. Et avant de parler de tout ça, je voudrais juste rappeler que, puisque là on vient de parler du colonel Delgrès, je ne sais pas si vous savez qu'il y a un passage qui s'appelle le passage Delgrès, juste en bas, sur le boulevard Ménilmontant, là ça va être à gauche. En tout cas, il y a un petit passage qui s'appelle le passage Delgrès, qui est très peu connu, mais on a quand même obtenu ça de la ville de Paris. Et dans ce passage du colonel Delgrès, il y a un banc de Toni Morrison avec la fondation donc la fondation à laquelle elle contribuait, qui s'appelait un banc sur le bord de la route, Bench by the Road, et qui, quand Toni Morrison était venue, elle avait été invitée par le Louvre en 2006, elle avait tenu à ériger ce banc dans le passage Delgrès, et le banc est là, il est tout tagué, mais voilà, donc on a Delgrès et Morrison juste en bas, en tout cas des petits lieux de mémoire qui existent comme ça. Donc la question pour faire le lien avec la question qui avait été posée précédemment, celle de la splendeur de la diaspora, je pense qu'il m'était important de mettre cette question de la beauté, mais aussi la question de l'immensité, la question de la richesse en avant, puisque cette diaspora africaine, elle est née d'un drame, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est une horreur, on peut dire plein de choses vraiment différentes, mais qui seront toutes négatives. Quand on parle des histoires, en tout cas du champ universitaire de la diaspora, il y a des règles dans les sciences humaines qui s'appliquent. Une diaspora, ce n'est pas une vague migratoire. Une diaspora, c'est bien plus large et c'est bien plus long qu'une vague migratoire. Et surtout, pour parler de diaspora, il faut parler d'un départ, d'un point donné vers au moins deux destinations différentes. Il faut parler aussi de la nature précipitée et de la nature catastrophique du départ. C'est-à-dire qu'on quitte un lieu pas parce qu'on le veut, on quitte un lieu parce qu'on le doit. Ça peut être, je ne sais pas, un cataclysme, ça peut être une guerre, ça peut être une expulsion, mais en tout cas, on ne part pas de gaieté de cœur. Et ensuite, la dispersion dans au moins deux endroits d'origine va mettre en branle les relations que les communautés dispersées vont maintenir entre elles, à l'extérieur, dans les zones de départ, et les lieux qu'elles vont tenter de maintenir avec le lieu d'origine. Avec le lieu d'origine qui, à travers le temps, va être fantasmé, va être rêvé, qui va devenir un peu plus flou, mais en tout cas, il y a cette question de lieu d'origine. Il y a aussi cette nostalgie, la question de la perte, et le désespoir lié à cette perte, et le rêve du retour. Et l'une des autres règles, il y a plein de choses sur la diaspora, mais l'une des règles aussi de ce qui constitue une diaspora, c'est l'arrivée dans des sociétés hostiles. Les personnes qui sont parties suite à un cataclysme, une catastrophe, une guerre, ou en tout cas qui ont subi un déplacement forcé, se retrouvent dans des endroits qui ne veulent pas d'eux.
ou qui les maltraite, enfin qui peut vouloir d'eux, mais en les maltraitant. Donc quand on parle de la diaspora noire africaine, évidemment, le point de départ, la diaspora à laquelle je m'intéresse, le point de départ, c'est la traite négrière transatlantique. Donc il n'y a pas plus laid, il n'y a pas plus moche, il n'y a pas plus violent, il n'y a pas plus horrible. Et, mais si on aborde comment dire, cette diaspora uniquement à travers ce prisme, ben, on pourrait se dire qu'est-ce qu'on peut y trouver? Mais ce qu'on y trouve, et de manière paradoxale, c'est toute la beauté, c'est toute la splendeur. C'est-à-dire le fait d'avoir survécu, le fait de ne pas être mort, et le fait d'avoir créé, le fait d'avoir surmonté la perte et d'avoir réinventé. Donc moi, c'est ça que je trouve dans la diaspora africaine. Et c'est ça que je qualifie de splendeur, et je ne suis pas la seule. Mais la résilience et toutes les créations culturelles, spirituelles, religieuses, politiques, je sais pas, je pense à la musique, ne serait-ce que la musique, la nourriture, enfin voilà, c'est ce qu'a produit la diaspora aussi. Et je pense que ce point qui est très important va de pair avec notre approche et peut-être notre compréhension de tout système de domination. Les systèmes de domination existent ou ne peuvent qu'exister que de pair avec les stratégies de résistance. Avec les stratégies de résistance. Il n'y a jamais eu de domination totale. Bien sûr qu'il y a eu des écrasements, mais ces écrasements ne se sont pas toujours, ou la plupart du temps, se sont réalisés face à des dominations qui ont été écrasées, mais qui ont eu lieu. Et pour moi, cette domination, enfin ces stratégies de résistance sont la marque de l'humanité, sont la marque du caractère humain des populations, quelles qu'elles soient, qui sont face à des catastrophes. Donc, quand je parle de la reine Djinga, quand je parle de Fanon, quand je parle de l'Algérie, et la liste continue, j'arrive jusqu'à aujourd'hui à Mame Fatou Niang, je parle, comment dire, d'Amandine Gay, je parle, il y a une citation, enfin il n'y a pas le nom, mais c'est la rappeuse Kazé dont je parle. Voilà, ça c'est des choses, ce sont des expressions de la résistance face à des systèmes de domination. Voilà. Et pour revenir à la deuxième partie de votre question, en fait, je parle la réflexion sur la discipline de l'histoire. Je m'appuie sur Saidiya Hartman, qui est une chercheuse américaine d'origine antillaise qui enseigne à Columbia University et qui a écrit un livre qui s'appelle Lose Your Mother. Il n'est pas encore traduit en français, j'espère qu'il sera un jour traduit en français, et qui est l'un de mes modèles intellectuels. C'est vraiment une personne qui a écrit de l'histoire d'une façon complètement nouvelle et d'une façon complètement différente, précisément puisque l'histoire de la diaspora noire africaine posait la question de l'accès aux archives et l'absence de ces archives ou la rareté de ces archives. Donc comment raconter cette histoire et raconter cette histoire scientifiquement et de manière acceptable et de manière acceptable dans l'académie quand les archives sont manquantes et quand les archives qu'on a vont être les archives des capitaines des bateaux négriers, des docteurs qui travaillaient sur ces bateaux négriers, par exemple, les archives des banques, les archives des assurances, les archives des propriétaires d'esclaves. Enfin, voilà. Bien sûr qu'après, il y a toute une tradition de publication de récits d'esclaves dès la fin du XVIIIe siècle. Mais la traite n'a pas commencé à la fin du XVIIIe siècle. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces manques? Et Saidiya Hartman, dans son travail, voilà, elle a essayé de réfléchir à de nouvelles façons de raconter cette histoire en imaginant, en inventant, mais sur la base des archives auxquelles elle avait accès. Et donc, pour moi, c'est une histoire aussi valable. Elle parle même de sa visite des forts d'esclaves sur la côte ouest africaine. Elle est au Ghana, notamment. Et elle dit, en fait, il faudrait faire de l'archéologie. Quand je me rends dans un fort d'esclaves, ben, en fait, tout ce qui me reste, c'est la terre. Et qu'est-ce que je vais trouver dans la terre? Enfin, tout ce qui me reste, c'est le sol. Et elle parle, pour la traduire, elle dit, il ne nous reste que la terre et la merde. Voilà, c'est ce qui nous reste. C'est tout ce qu'on a. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? Ce qui pose la question, et c'est la même, c'est peut-être une question obsessionnelle, mais comment on dit et qu'est-ce qu'on dit? Comment on dit et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on raconte quand tous les stigmates, quand toutes les traces de cette histoire existent notamment dans les lieux qui ont été investis, les lieux qui ont été transformés, dans les corps qui ont été marqués? Voilà, les traces sont là, mais quel discours et quelles histoires
peut-on produire, peut-on imprimer, peut-on faire circuler sur la base de ces absences? Et pour moi, l'une des splendeurs de cette diaspora africaine a été la gestion de l'absence. C'est la gestion de l'absence, la gestion de la perte, qui, je ne suis pas du tout en train de faire du romantisme. C'est quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui encore peut être douloureux, mais c'est quelque chose qui a été géré de tout temps à partir du moment où les personnes ont décidé de rester en vie. Des actes de résistance, les actes de résistance ont aussi, comment dire, impliqué les suicides, les infanticides, voilà, en tout cas autour de cette idée de mort, mais d'autres ont, et la plupart d'ailleurs, sont restés en vie et ont décidé de rester en vie. Merci. Je peux faire également deux, trois citations de passages différents qui vont nous emmener un petit peu ailleurs. Tu écris « À ce titre, je dois mentionner la centralité des cours d'un Édouard Glissant ou d'une Maryse Condé, qui n'ayant pourtant jamais été titularisés au sein de l'université française, ont tous deux mené de grandes carrières universitaires aux États-Unis. » Et tu continues en parlant de toi. « Je me suis donc inscrite à Paris. Mais au cours de cette même année, je suis partie aux États-Unis dans le cadre d'un échange universitaire. C'est à ce moment que tout a basculé pour moi, tant au niveau personnel qu'intellectuel. Au sein de différents campus de la cité universitaire de New York, j'ai eu accès à des cours portant sur l'histoire africaine depuis la période précoloniale, des cultures afro-caribéennes, des séminaires en littérature francophone des Antilles et de l'Afrique et sur la diaspora africaine. Ces cours m'ont été un régal. » Et je voudrais terminer, parce que ça, tu en as déjà un peu parlé, en prolongeant avec une autre citation un peu plus loin où tu dis, en allant aux États-Unis, je quittais un espace dans lequel, quand tu reviens des États-Unis, donc tu passes 10 ans aux États-Unis, puis tu reviens en France, et tu dis, après ces 10 années, mon retour au pays natal fut compliqué. Je quittais un espace dans lequel la race est visible, voire hyper visible, à celui d'un aveuglement inouï à celle-ci. Alors peut-être quelques mots sur Édouard Glissant et Maryse Condé que j'ai effectivement croisés aux États-Unis. Donc j'arrive en 99 au Graduate Center de la City University of New York et moi je prends des cours, je suis en échange et je fais des études d'anglais à Paris. Donc comme je me suis spécialisée en civilisation, il est impératif que pour mes équivalences, je suive des cours soit d'histoire ou à la rigueur d'anthropologie. Mais il se trouve que quand je suis à New York, je rencontre des amis, enfin, notamment françaises, qui me disent écoute, il y a Édouard Glissant qui donne des cours ici, tu devrais prendre son cours. Moi, je me dis, je ne suis pas du tout inscrite en lettres, je ne suis pas spécialiste de littérature et encore moins française, donc je n'ai aucun intérêt à suivre ces cours-là. Et comme elles insistent et que je suis jeune et que je me dis pourquoi pas, je suis à New York, le monde est à moi, ben je vais dans ce cours d'Édouard Glissant, mais par le plus grand des hasards. Et je tombe sur lui qui est vraiment adulé par tout le département, que ce soit l'administration, que ce soit les étudiants, les autres collègues. Et moi, je ne le connais pas. Mais vraiment, je ne le connais pas, c'est-à-dire que je n'en ai jamais entendu parler. À ce moment-là, je viens de valider une maîtrise, donc l'équivalent du Master 1 aujourd'hui. Et donc, on va dire, de la maternelle jusqu'à la maîtrise, je n'ai jamais entendu parler d'Édouard Glissant. On peut me dire que c'est parce que j'ai fait des études d'anglais, mais on avait des cours aussi qui ne relevaient pas seulement de la spécialité anglaise. C'est un nom que je n'avais jamais croisé, je ne l'avais jamais lu. Et voilà, donc j'ai pris ces cours et c'est avec Glissant que j'ai lu Césaire pour la première fois notamment, que j'ai lu Deleuze-Guattari, que j'ai lu je ne sais plus qui d'autre. En tout cas, c'est ceux qui m'ont marqué. Puis surtout, je l'ai rencontré et j'ai pris ce cours avec lui. Et donc, je voulais insister dans le livre sur le fait que ce sont des sommités, des monuments qui n'ont jamais obtenu de poste titulaire au sein de l'université française. C'est incroyable. Et aujourd'hui, notamment depuis sa mort, je crois que c'était en 2009, je sais qu'on parle beaucoup dans l'espace public, en tout cas beaucoup plus d'Édouard Glissant et qu'on parle de ses réflexions sur la créolité, qu'on parle de la créolisation, de cette identité antillaise, caraïbe ou martiniquaise, mais de manière extrêmement facile. Et je me dis à quel moment s'est opérée cette irruption ou ce traitement de la pensée de Glissant
alors qu'on ne l'a jamais lu et qu'on ne l'a jamais enseigné. Enfin, qu'est-ce qu'on fait de lui, notamment depuis qu'il est mort? Et je trouve qu'il y a des approches de sa pensée qui sont extrêmement simplistes. On peut insister sur la créolité, sur la créolisation, en oubliant le discours antillais et tout ce dont il y parle, enfin tout ce dont il parle dans le discours antillais. Donc voilà, je suis tombée sur lui. Et Maryse Condé, pareil, elle enseignait à Columbia quand je l'ai rencontrée, et elle était venue pour un colloque au Graduate Center, et c'est là que je suis tombée sur elle et qu'elle nous a parlé. On était de jeunes doctorantes, de jeunes étudiantes, on était, oui, que des femmes pour la plupart, et voilà, et qui nous a dit, oui, je suis Maryse Condé, lisez-moi, il faut lire Ségou, toi tu t'appelles Soumoro, il faut absolument que tu lises Ségou. Et une fois encore, je n'avais jamais entendu parler de Ségou, et, enfin pas de Ségou, de Maryse Condé, mais ni de Ségou. Et Ségou, c'est vraiment, ça se passe dans l'Empire Bambara, ça se passe dans c'est pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais c'est ma culture. Dans Ségou, j'ai retrouvé des mots que j'avais déjà entendus, même si j'ai dit que je parlais pas djoula. Je reconnais des mots djoula, et là, c'était la première fois que je voyais par écrit voilà, quelqu'un qui parlait de cette culture-là, et surtout quelqu'un qui était aussi valorisé. Columbia University, c'est la Ivy League. La Ivy League, c'est le réseau des plus grandes et des plus anciennes, des plus sélectives universités des États-Unis. C'est Harvard, c'est Yale, c'est Princeton. Voilà, donc je suis face à cette Guadeloupéenne qui était proche de la retraite d'ailleurs, qui enseigne, et elle qui me fait lire Glissant, qui me fait lire Tansi, qui me fait lire du Maryse Condé aussi, parce qu'on a lu un de ses ouvrages. Voilà, donc ça a été des chocs culturels qui m'ont emmené de plus en plus, qui m'ont renvoyé et vers l'Afrique et vers la Caraïbe francophone, que je ne connaissais pas et que je n'avais pas étudié. Et ensuite, pour faire le pont avec donc ces années de bonheur absolu à New York, où tout était pas facile, mais en tout cas, tout avait l'air possible. Tout avait l'air possible, notamment dans cette exploration de cette diaspora et dans cette prise au sérieux, dans cette analyse, mais vraiment pointue des enjeux de la diaspora, de son histoire, de ses cultures. Voilà, des gens dont je n'avais pas conscience. Je suis tombée sur Robin Kelly comme ça, par exemple. J'ai parlé de Colin Palmer, je pourrais parler de Michael Gomez. Enfin voilà, des gens qui ont été mes professeurs, ou même James Cone qui a traité de la théologie noire, par exemple, des mouvements de libération liés c'est Black Liberation Theology, la théologie noire de libération, pardon. Voilà, c'est des gens que j'ai côtoyés et surtout qui étaient en poste. Voilà, ce sont des gens qui étaient en poste, qui dispensaient des enseignements, qui étaient payés pour, qui étaient parfois très bien payés pour, qui publiaient. Et voilà, ces années-là, ces 10 ans, c'était 10 ans où je faisais des allers-retours. Des fois, je n'avais pas de visa, il fallait que je rentre en France. Des fois, il fallait que je rentre en France tous les 3 mois. Des fois, j'avais des visas. Enfin, voilà. Mais en tout cas, pendant 10 ans, entre 1999 et 2009, j'étais principalement aux États-Unis. Et ça a été très libérateur pour moi. Et cette libération, elle est vraiment à mettre en parallèle et en opposition totale avec le retour en France. Alors, là, j'ai une citation, oui, justement. Avec le retour en France. Donc, après ces 10 ans, tu rentres en France et tu écris ceci. Donc, ces questions que tu voulais faire dans ta thèse, que tu mettais dans la thèse que tu allais soutenir en France, ces questions se situent au cœur des études afro-diasporiques, donc la diaspora africaine, dans le sens où elles permettent de déceler, d'analyser l'hostilité systématique et systémique des sociétés d'accueil dans lesquelles évolue toute population en situation de diaspora. Ce que tu nous expliquais tout à l'heure, la diaspora, elle n'est pas très bien accueillie en général dans le pays où elle va. Et là, tu dis, il me fut reproché le caractère raciste de mes travaux. Et tu commentes, dans cette France du XXIe siècle naissant, comment m'expliquer que ce racisme, une rareté juridique, était de mon fait. Une femme d'apparence blanche m'accusait, moi, jeune fille noire, de racisme. Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'est-ce qui posait problème exactement? Oui, alors très tôt, comme je l'ai dit, moi vraiment, New York est une ville très importante dans mon développement personnel et intellectuel. Et quand je rentre à Paris, c'est vraiment la douche froide. En fait, on me dit que j'ai été happée par le communautarisme états-unien, qu'il faut que je me remette, que je rentre dans les clous, qu'il faut que je pense à ma carrière, qu'il n'y a pas de département de Black Studies en France, que je fais n'importe quoi, et surtout que je suis raciste. En tout cas, que ce que j'écris est raciste et que je ne m'en rends pas compte. À cette époque, je travaille sur une tradition politique des Amériques qui s'appelle le nationalisme noir. Donc je m'intéresse à
on va dire, aux mouvements qui ont rêvé, qui ont essayé de matérialiser un retour vers le continent africain et un retour qui réparerait cette perte de la terre d'origine. Donc les mouvements nationalistes, ils sont assez radicaux. Ils estiment que leur société d'accueil, enfin en tout cas pour les communautés noires, les sociétés d'accueil des Amériques ne sont pas que hostiles, elles sont extrêmement hostiles, qu'il n'y aura jamais de ce qu'on appelle la démocratie raciale dans les Amériques, les Noirs et les Blancs ne seront jamais égaux, que les Noirs soient esclaves ou libres, ça ne comptera pas. Donc autant quitter ces pays et autant retourner donc soit sur le continent africain, qui est le continent ancestral, ou soit en Haïti, puisque depuis 1804, Haïti est la République noire du monde. Donc ces mouvements sont, donc, comme je l'ai dit, sont des mouvements radicaux. Mais quand je rentre en France et que je parle de tout ça, on me dit que ces mouvements ne sont pas seulement radicaux, ils sont racistes. Et que si moi je les étudie, je produis une pensée raciste. C'est-à-dire que si moi je les étudie, cela signifie que je suis d'accord avec eux et que je suis incapable de produire une pensée critique. Moi, évidemment, ces mouvements m'intéressaient, mais j'avais des choses à en dire. Il y avait des choses avec lesquelles, évidemment, j'étais d'accord, des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Mais pour moi, c'était, à ce stade-là encore, mes objets d'étude. Je n'avais pas fait le lien entre moi et ces personnes-là. Sauf que les personnes qui étaient en position de juger mon travail et de m'octroyer mes diplômes, donc des personnes en situation d'autorité, de légitimité et donc de pouvoir, elles faisaient très clairement le lien entre moi, mon corps, et ces populations-là. Donc la question a été, pour ces personnes-là, de me gérer, en fait, peut-être même de me sauver. Là, je repense à une prof que je connaissais depuis la première année et qui d'après elle, m'avait un peu repérée. J'étais intelligente, j'étais astucieuse, j'étais une petite de banlieue qui allait pouvoir réussir des études supérieures. Et donc, il fallait surtout pas que je devienne cette noire-là, pardon. Il fallait surtout pas que je devienne communautariste, raciste. Maintenant que j'avais passé une année aux États-Unis et que j'étais revenue pour soutenir ce mémoire, que je n'ai jamais soutenu parce qu'il a été, ce premier mémoire, puisqu'il a été refusé, elle m'a proposé de me sauver, en fait. Elle m'a proposé de me dire, bon, maintenant vous êtes rentrés, on va travailler normalement. Vous pouvez travailler sur, je sais pas, la NAACP, la grande association de droits civiques aux États-Unis, et qui est l'une des plus anciennes et qui, à l'époque, pour moi, me paraissait complètement ringarde. Enfin, je voulais du radicalisme, je voulais de l'extrémisme, je voulais pas du tout quelque chose de très mainstream. Donc, elle m'a proposé ce sujet de recherche et j'ai dit non. En fait, j'ai dit non, mais pas de manière consciente, pas en me disant c'est une femme blanche qui me voit moi en tant que noire, parce que déjà c'était très flou pour moi, me voir en tant que noire. Moi je me dis, mais moi je ne suis pas noire des États-Unis, moi je fais pas partie de cette diaspora. J'ai pas perdu l'Afrique c'est ma mère, enfin il n'y a pas de... Bien sûr que ce sont des noirs, mais on n'est pas le même genre de noir, nous ne sommes pas du tout le même genre de noir. Mais voilà, en tout cas, c'était ma vision des choses. Donc, quand je refuse, en fait, c'est au départ juste parce que c'est une entrave à ma liberté et que je me dis que si je fais un sujet de thèse sur un sujet qui ne m'intéresse pas, bah, je ne finirai pas la thèse, je n'aurai pas le courage, il faut que je sois passionnée par mon sujet. Donc, au début, très naïvement, très bêtement, je crois que j'ai le droit de dire non. Et je crois que j'ai le droit de quitter mon université, de me dire, bah, si elle ne veut pas travailler avec moi sur ce sujet, que moi, je n'ai pas envie de travailler sur le sien, et ben, je vais partir dans une autre université. Et je n'ai pas du tout eu conscience du drame que ça allait provoquer. C'est-à-dire que, oui, ça n'a pas été très bien pris, en fait. Mais j'insiste sur le fait que ce n'était pas, en tout cas de ma part, de manière consciente, ce n'était pas de l'arrogance et ce n'était même pas de la rébellion consciente. C'était juste, on avait des intérêts différents et moi je voulais quand même faire une thèse, mais je ne ferais pas cette thèse sur un sujet imposé qui me condamnerait en plus, si vous connaissez l'enseignement supérieur, vous faites une thèse sur un sujet, donc vous devenez une spécialiste sur le sujet, vous êtes recruté sur ce sujet, vous enseignez ce sujet, enfin vous êtes condamné à mort, enfin je voyais pas l'intérêt, je voyais pas du tout l'intérêt de... Je faisais quand même, c'est assez innocent maintenant que j'y pense. Je n'étais pas calculatrice, j'ai pas fait de thèse en me disant je vais obtenir un poste.
Parce que pour moi, déjà finir la thèse, c'était déjà beaucoup. Obtenir un poste, c'était c'était loin. Enfin, et je savais très bien qu'en travaillant sur des sujets comme ça, c'était pas les sujets à poste. Enfin, voilà, je me tirais une balle dans le pied, mais ça m'allait. Enfin, c'était pas grave, puisque l'accès même à l'enseignement supérieur, c'était déjà beaucoup au vu de mon appartenance sociale. Donc, je ne faisais pas tous ces calculs. Et surtout, j'entreprenais la thèse sans bourse de doctorat. Donc, voilà, enfin, je ne pensais même pas avoir une bourse, et d'ailleurs, je n'en ai pas eu, mais je savais que je n'allais pas en avoir, puisque ça revient à tout ce système. Qu'est-ce qu'on valorise et qu'est-ce qu'on valorise comme type d'enseignement et de recherche? Cette question de la valorisation, elle passe aussi par la question du financement. Qu'est-ce qui va vous garantir une thèse de doctorat? Qu'est-ce qui va vous garantir, une fois que vous avez obtenu le doctorat, un poste? Et ce n'est pas les personnes que j'étudie ou qui m'intéressent et qui n'arrivent pas à avoir de poste dans l'université française. Donc j'étais très au clair et j'étais très idéaliste et très jeune à l'époque. Donc voilà, j'ai changé de fac et on m'en a voulu. Voilà. Et quand on dit on m'en a voulu, on pourrait se dire au début c'est drôle. Je peux me dire, ah oui, elle est énervée. Enfin, j'en ai rien à faire vraiment. Mais quand on commence à demander des lettres de recommandation, ben c'est là qu'on voit la dimension politique de ce désaccord. Au début, ça peut être un simple désaccord, mais ce désaccord, il va avoir des conséquences. Donc voilà, plus tard, il y a eu des conséquences à ce départ. Et en plus, on m'avait même proposé de rester dans ce département à Paris et de travailler même avec quelqu'un d'autre, mais il ne fallait surtout pas que j'aille m'enterrer en province. C'était ça. Il ne fallait pas quitter une fac parisienne pour une fac de province. Et voilà. Alors que j'avais déjà quitté une fac de banlieue pour venir à Paris, et c'était déjà une avancée. On m'avait dit... pour moi, c'était juste... de manière très pragmatique, ça m'arrangeait d'aller à Paris, puisque moi, j'ai grandi au Kremlin-Bicêtre, qui est aux portes de Paris. Donc, aller à la fac de Créteil, Paris 12, ça me prenait 1 heure de transport en commun, alors qu'aller à Paris 3 ou à Paris 7, ben, ça me prenait peut-être une demi-heure. Donc au-delà de la dimension Paris intramuros et banlieue, moi je pensais vraiment en termes pragmatiques. Donc au départ, je fais mes études, une première partie de mes études à Paris 12, à Créteil. Ensuite, après, je vais à Paris 7. Et là, on me dit qu'à Paris 7, ben, c'est le Graal, quoi. Maintenant, ça y est, je suis une vraie, je suis dans le cercle. Alors que quelques années avant, on m'avait dit il n'y a aucune différence entre les facs de banlieue et les facs de... Pourquoi vous pleurez parce que vous êtes à Créteil Créteil, Paris 3, Paris 4, la Sorbonne, ou Paris 7, Jussieu, c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Je veux dire, c'est pas pareil. Donc, comme j'avais déjà quitté Paris 12 pour Paris 7, voilà, maintenant, apparemment, si j'allais c'est même pas en banlieue, en grande banlieue, si j'allais en province, mais là, c'était la déchéance la plus totale. Mais je suis quand même partie, et il y a quelqu'un qui a accueilli mon sujet, et avec une personne avec laquelle j'ai eu un autre type de problème. Donc il y avait des problèmes partout, puisque cette personne-là pensait sûrement m'avoir sauvé la vie, puisque j'avais été, pour elle, c'est comme si j'avais été virée de Paris, alors que moi, ma fierté, c'était de dire non, je n'ai pas été virée, justement, on m'a supplié de rester. Et c'est moi qui ai décidé, c'était une décision de quitter cette fac et d'envisager même la province. Et donc, voilà, dans cette nouvelle fac, c'était ça un peu l'histoire. Je vous sauve la vie, moi, je vais vous permettre de faire la thèse que vous voulez. Mais bon, ça, à l'époque, je ne me rendais pas compte de ça parce que de toute façon, j'étais aux États-Unis. J'étais inscrite administrativement en France, mais les cours que je suivais... Enfin, à cette époque, j'habitais à New York, en fait. Donc, dans cette nouvelle université, j'ai suivi aucun séminaire, j'ai pas travaillé avec cette prof-là. Mais je suis revenue soutenir ma thèse. Et je voudrais juste, pour finir, préciser qu'au moment où je rentre en France, j'ai déjà soutenu ma thèse, en fait. Quand je rentre en 2009, j'ai soutenu ma thèse, sauf que j'enseignais aux États-Unis, j'étais à Columbia, et je suis rentrée une fois que je suis devenue maîtresse de conférence et que j'ai obtenu un poste en France. Et ça a été juste du hasard. Si j'avais obtenu un poste titulaire aux États-Unis, je serais restée aux États-Unis, bien évidemment. Je voudrais croiser ton parcours avec celui de Norman Ajari, oui, que j'ai édité il y a 3 ans, oui, qui a fait un très joli livre qui s'appelle la dignité ou la mort, sur la question de la race, et qui, dans une situation, alors qu'il avait tous les diplômes, n'a jamais pu trouver un poste à l'université française, et qui vient
d'en trouver un à l'Université de Philadelphie, aux États-Unis, où il est, on veut dire réfugié, bon, mais exactement. Dire réfugié universitaire en tous les cas, puisque cette université à Philadelphie était ravie d'accueillir Norman Ajari sur la base de ses travaux français. C'est bien pour ça qu'il obtiendra un poste en France à un moment donné, voilà, parce que la France se dira qu'est-ce que c'est que ce Français qu'on a laissé partir aux États-Unis. Oui. Et ça ne concerne d'ailleurs pas que les questions de race, puisque si on prend quelqu'un dont on a parlé ici, comme Bruno Latour, il a fallu qu'il soit d'abord nommé à Harvard pour avoir un jour un poste en France qui soit digne du niveau qui était le sien. Je voudrais continuer sur cette affaire qui me semble très intéressante que tu parles de cette position dans laquelle on se met si facilement de vouloir sauver. Nous voulons sauver les autres. Et il y a quelque chose de... Tu insistes beaucoup, tu as insisté là dans ton... On voulait te sauver. Il fallait, ton directeur de thèse voulait te sauver de ce que tu proposais. Et je voudrais faire une autre citation de ton texte où tu reviens sur cette citation, sur cette affaire. En effet, l'Hexagone tend à percevoir les femmes visiblement musulmanes comme les ambassadrices de la religion qu'elles ont choisi de pratiquer. Ces femmes sont fréquemment stigmatisées et discriminées. On les présente tour à tour comme dérangeantes parce que trop visibles dans l'espace public, vulnérables et ayant besoin d'être sauvées d'une condition qui ne peut être que malheureuse et intolérable. Ces femmes doivent être protégées par la République. Je pense que c'est la même idée. Là, je parle de la place de l'islam et la place de l'islam en France. Cette question, elle est intéressante, elle est explosive. Là, en ce moment, on est dans l'ère islamophobe. On est même en train de débattre sur les termes les plus adéquats pour désigner cette hostilité, cette haine envers les musulmans. Donc, islamophobe, est-ce que l'islamophobie existe ou n'existe pas? Moi, je ne suis pas dans cette guerre de terminologie, mais en tout cas, on sait très bien qu'il y a une communauté donnée qui subit actuellement qui a à faire face à une hostilité et que cette hostilité, elle est déclenchée par leur appartenance religieuse. Donc on appelle ça islamophobie ou haine anti-musulman ou surtout pas xénophobie, parce que là, ça déplacerait la question. La xénophobie, c'est la haine de l'étranger. Donc si on se permet de parler de xénophobie dans le cadre de l'islamophobie, c'est qu'on envisage ces musulmans seulement comme des étrangers. Et la question de l'hostilité envers les musulmans, elle est si explosive en France hexagonale actuellement, justement parce qu'on est dans ce moment post-colonial et on est dans ce moment où des citoyens français, pas des étrangers, et des citoyennes, puisque là je parle du voile, des citoyennes françaises sont musulmanes. La question de l'islamophobie, elle n'explose pas au moment de l'immigration où on va dire ce sont des mamans qui sont voilées. Là, on va parler, de l'intégration, de la non-intégration de ces populations nouvellement arrivées, mais on ne demande pas aux femmes d'enlever leur voile. Là, la question de l'islamophobie, elle prend forme. Justement, dans les premières affaires, elles se sont déroulées à l'école. Et donc, on parle de petites musulmanes qui sont à l'école de la République parce qu'elles sont des citoyennes françaises. C'est là que ça explose. C'est pas à des vieilles dames ou à des gens qui seraient, on va dire, visiblement étrangers, ou enfin des personnes qui seraient visiblement étrangères. C'est pas à elles qu'on demande d'enlever le... Enfin maintenant on demande à tout le monde. Mais en tout cas ce qui a fait exploser, c'est l'impossible association entre francité et islam. Là, on parle d'un islam de France, un islam en France. Et la question, elle est complètement différente. Et ce n'est pas la peine de se cacher derrière la xénophobie ou derrière l'immigration, puisque les personnes dont on parle sont, pour la plupart, dans leur vaste majorité, des citoyens français. Et donc, la question de... Je ne sais pas si j'ai envie d'y revenir. Oui, sauver les musulmanes. Le sens du voile, il n'est pas le même partout. Souvent, on aime bien dire regardez ce qui se passe en Afghanistan avec les talibans, regardez ce qui se passe, je ne sais pas, même la décennie noire en Algérie, regardez bien sûr, enfin des islamistes, mais c'est pas la même question en France. Les femmes qui décident de porter le voile en France ne le portent pas pour les mêmes raisons et ne sont pas systématiquement ou automatiquement sous l'influence de prédicateurs violents. Ce n'est pas du tout les mêmes populations et je trouve que c'est une approche complètement totalisante de l'islam et qui lui retire même ses complexités. Enfin, comme si... je ne sais pas comment...
c'est ridicule, enfin c'est tellement absurde et c'est tellement fou. Si ces femmes-là n'ont pas demandé d'être sauvées, eh ben, qu'on les laisse tranquilles. Et surtout qu'il y a quand même aussi une association entre vraiment l'identité arabe ou nord-africaine et l'islam. Parce que quand on voit des femmes dans le métro, celles qu'on va appeler les mamas africaines, et je pense même à la mienne, les mamas africaines qui ont des foulards tout mignons sur la tête parce qu'elles sont africaines, et l'Afrique subsaharienne, c'est tellement porte du wax, et toutes ces couleurs chatoyantes. On se dit jamais que ces foulards-là sont des foulards musulmans, alors qu'ils peuvent l'être. Ils ne le sont pas nécessairement, mais ils peuvent l'être. Quand on parle d'islam, on ne parle pas du Sénégal. C'est pas du Sénégal dont on parle. Voilà, en tout cas, voilà, là, je repense à ma mère, parce que ma mère est musulmane, et elle a toujours porté un foulard, qui était un foulard africain, donc pas un foulard musulman, et qu'on lui a jamais demandé d'enlever. On va terminer, puis après on pourra discuter. Je voudrais terminer avec une dernière double citation qui nous ramène un peu au point de départ, mais qui permettra de conclure. C'est, tu dis, en langue dioula, donc la langue bambara, je pense, proche du bambara, la langue de mes parents, le prénom féminin Maboula signifie celle qui ouvre la voie, ou encore celle qui montre le chemin. Je porte le nom d'une tante maternelle décédée peu avant ma venue au monde. J'ai beaucoup aimé que tu évoques ça parce que j'ai beaucoup travaillé avec Toby Nathan et la question des noms. C'est vraiment très importante. On commence toujours une consultation d'éthopsychiatrie par discuter des noms, ce qu'il y a dans les noms. Mais je continue donc, tu dis ça, et tu dis à la fin de ton livre, donc voilà ce que mon nom signifie, hein, celle qui ouvre la voie, celle qui montre le chemin, et à la fin tu dis, en effet, il nous arrive de porter le poids de la culpabilité de passer pour des blancs aux yeux de nos parents, de la famille restée au pays et de tous ceux du pays qui sont arrivés plus récemment. Nous le sommes probablement, même de façon ambivalente, voire amoindrie. Ah oui, alors là, il y a 2 points. Donc c'est la dernière, les dernières citations, elles sont... Voilà, je termine là-dessus. Elles sont... La question du prénom, je vais commencer par la question du prénom. Bien sûr que les prénoms veulent dire quelque chose et peuvent nous inscrire dans une histoire familiale, communautaire. Voilà, et moi j'ai parlé de mon prénom puisque Maboula, ça ressemble à Bamboula, et que j'ai grandi en France hexagonale. Et qu'en France hexagonale, on m'a bien fait comprendre que mon prénom, c'était le prénom de la petite sauvage. Mais Maboula, ça ressemble aussi à Marboula en arabe. Et jusqu'à aujourd'hui, donc aujourd'hui j'ai 44 ans, il peut m'arriver de rencontrer des personnes arabophones qui vont me dire, tu sais ce que ça veut dire ton prénom? Je dis souvent, tu n'es pas le premier arabe de ma vie, ça fait longtemps que j'ai appris, voilà. Et tu peux dire ce que c'est? Ah oui, ça veut dire la folle. Ah oui, la femme folle. Maboule. Voilà. Et donc du coup, en français, Maboule, ça veut dire la folle. Donc moi, j'ai grandi en me disant, mais qu'est-ce qui a appris à mes parents de m'appeler comme ça? Enfin, c'est pas possible. J'ai vraiment rêvé de m'appeler Corinne. Et vraiment, quand je dis Corinne, c'est pas par rapport à Zemmour. C'est que je me dis, là, quand Zemmour a parlé de ça, je me suis dit, mais il a vraiment mis le doigt. Moi, je rêvais, quand j'étais petite, de m'appeler Corinne. C'était Corinne ou Hélène. En tout cas, un truc invisible. Voilà, quelque chose d'invisible, en tout cas, où on ne se moquerait pas de moi. Et quand j'y repense aujourd'hui, et c'est la honte et c'est la culpabilité, je me dis, oui, ça veut quand même dire qu'à l'époque, ce que me disaient donc les Français ou ce que me disaient les personnes d'origine arabe avait moins de poids que ce que me disaient mes parents. Mes parents me disaient, on n'est pas arabe, enfin, je ne savais pas que Marboula, ça veut dire la folle, enfin, on s'en fout. Tu as le prénom de ta tante, d'une tante de ton père qui l'aimait beaucoup. Et Maboula, ça veut dire si, et ça veut dire ça, et c'est le nom qu'on donne c'est le nom donné notamment aux enfants que les femmes ont eu, des femmes qui ont eu du mal à avoir des enfants. Les femmes qui ont eu du mal à avoir des enfants, le premier enfant qu'elles ont est celui qui est censé ouvrir la voie pour les autres, par exemple. Et puis il y avait plein de choses, enfin qu'on me disait, que mes parents me disaient, que ma mère me disait, mais qui n'avaient aucun poids face à ce que j'entendais dehors.
Quand on me dit Maboula, Bamboula, Maboula, t'es Maboule, mais jusqu'à l'école, enfin, les institutrices, t'es vraiment Maboule, Maboula. Enfin, ça n'avait aucun point. Il n'y a qu'aujourd'hui que je me dis, bien sûr, je m'appelle Maboula, je suis très contente et je suis très fière. Mais quand j'étais petite, pas du tout. Et c'est quelque chose qu'il a fallu porter. Et c'est quelque chose qui, encore une fois, relève de cette histoire et de cette culture qui s'insère dans l'intimité. Voilà, se dire, voilà, j'ai un prénom qui me rend hyper visible, j'ai un prénom qui me rend hyper extérieure, hyper étrangère, hyper noire, hyper africaine. Et il faut le porter, tout ça. Et il faut le porter, bien sûr qu'on peut l'étudier. Je suis chercheuse aujourd'hui, je l'étudie, mais je voulais aussi insister dans le livre sur la dimension personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire d'étudier des choses qui vous affectent très directement? Très directement. Et ça, moi, je suis prête à l'assumer et pas passer pour... et pas seulement dire, oui, alors voilà, je sais pas, moi, j'ai fait du terrain, j'ai fait des entretiens, ou j'ai des statistiques là, ou là, j'ai trouvé telle archive. Non, c'était ma vie aussi. Qu'est-ce que ça veut dire de s'appeler Maboula? Et ensuite, pour le deuxième blanc point. aux yeux de tes parents. Ah oui, mais ça, c'est... Mais ça, c'est le... J'espère qu'on racontera de plus en plus ces histoires et qui sont des histoires intimes. Qu'est-ce qu'on fait de ce fossé culturel? On a toujours le fossé des générations entre parents et enfants. Et on a toujours la question des désirs des enfants, enfin les désirs des parents qu'ils projettent sur leurs enfants. Et qu'est-ce que tu vas devenir? Et puis mes valeurs, qu'est-ce que je transmets? Mais quand ces questions, elles sont accentuées par ces histoires de déplacement, de migration, de mauvais traitements et cette question raciale, oui, on peut passer pour des blancs devant nos parents. On peut passer aux yeux, pas devant, mais aux yeux de nos parents, en se disant, mais ils peuvent se dire, t'es pas comme moi, tu n'es plus comme moi. Et tu n'es plus comme moi, c'est aussi, tu es devenu comme eux. Et eux, ce sont les blancs. Et donc la question, ça va être celle de la négociation. Qu'est-ce qu'on va garder de nos héritages? Qu'est-ce qu'on va négocier? Qu'est-ce qu'on va rejeter? Est-ce qu'il faut... simplement, enfin, l'injonction à l'assimilation à la France totale, c'est un rejet de nos parents et de nos cultures, un rejet radical. Donc moi, je ne suis pas dans ce rejet radical, je ne suis pas dans cette assimilation, mais je suis quand même dans la négociation de mon héritage. C'est-à-dire que, voilà, je ne suis plus de fait 100% Djoula. C'est fini. On est parti. Vous êtes venus et on est né là. On est né là. Et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et ça, c'est de la négociation permanente. Et j'ai peut-être 2 anecdotes à raconter. Je me souviens d'une fois où je mangeais, donc chez ma mère, j'étais jeune, mais je mangeais une banane chez ma mère. Et je ne sais pas pour quelle raison, j'ai enlevé toute la peau, enfin la peau, ce que je fais rarement d'ailleurs, toute la peau de la banane, et j'ai jeté la peau de banane et j'ai mangé la banane comme ça. Et ce jour-là, ma mère, elle m'a dit, mais tu fais ça? Enfin, en gros, elle m'a dit, mais qui fait ça? Enfin, comment as-tu pu enlever la peau de banane entièrement? En me disant, mais tu la manges comme une blanche. C'est les blancs qui font ça. Nous, on ne fait pas ça. Et le deuxième exemple, il est plus récent. C'est un homme que j'ai rencontré dans la rue, qui était un Africain d'Afrique, un immigré, je ne sais pas de quel pays, mais d'Afrique de l'Ouest. Bref, on devait se parler pour certaines choses. Et il y a un moment, il m'a dit, tu parles vraiment comme une blanche. Et je lui ai dit, mais comment tu veux que je te parle? Moi, je suis née ici, comment tu veux que je te parle? Toi, j'entends bien que tu viens d'ailleurs et tu parles comme tu parles parce que tu es né ailleurs. Si moi, je suis née ici, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça avait l'air d'être une grande découverte pour lui. Il m'a dit, ouais, c'est vrai. En gros, il m'a dit, ouais, c'est vrai. Voilà, donc comment on négocie ces décalages? Lui, il m'a vu, je suis noire, j'ai l'air africaine et je lui parle. Et, enfin, tout faisait que, à ses yeux, il y avait une familiarité. Et il y avait une familiarité. C'est pour ça qu'on est en train d'interagir. Mais cette familiarité, elle va avoir ses limites. Elle va avoir ses limites parce que oui, je vais avoir l'accent d'une Parisienne, même si aujourd'hui encore, comme je suis noire, on essaye de m'inventer un accent. On me dit souvent que j'ai un petit soleil dans la voix, enfin des choses, enfin plein de choses pour me dire t'es noire, t'es noire, t'es noire. Enfin, donc voilà, donc oui, je pense qu'il peut avoir, c'est pas vraiment le sous-titre du livre, c'est une identité noire. Mon expérience, c'est pas l'expérience de tout le monde, mais je pense que plusieurs personnes peuvent avoir cette expérience
Et cette expérience va être celle de la négociation de cette perte, la négociation de ces déplacements, la négociation du fossé et qui peut s'instaurer voilà, entre nous et nos parents. Passer pour des blancs aux yeux de nos parents, passer pour des blancs aux yeux des cousins, des oncles, passer pour des blancs aux yeux de ceux qui rêvent de venir en France. Nous, on est les chanceux. On est les chanceux, on a la nationalité, on a le passeport, on peut faire des allers-retours, on peut traverser les frontières. Nous, on a des euros et pas des francs CFA. Ça aussi, c'est réel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, les gens vont parler, par exemple, de la question des migrants aujourd'hui, des réfugiés, ou la question des sans-papiers, et en faire une cause, en disant, voilà, je vais à la manif pour les sans-papiers, ou je vais à la chapelle, à Porte de la Chapelle, ou je vais signer une pétition. Mais cette question-là, pour nous, c'est une question, c'est le sans-papier, ça peut être quelqu'un de la famille. Et donc, l'investissement ou le traitement de cette question, il est différent. Je donne mon passeport ou pas à l'autre pour qu'il vienne depuis Abidjan ou pas? Je le donne ou pas? Et qu'est-ce qui fait, si ce stratagème il ne marche pas, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que je perds? J'envoie de l'argent à la fin du mois ou pas? J'envoie des mandats ou pas? Voilà, où les gens meurent. Voilà, on est dans les premières générations où voilà, les gens meurent. On rapatrie le corps ou on l'enterre ici? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est des vraies questions qui vont au-delà de la pratique politique ostentatoire ou de la pratique politique institutionnelle. Il y a ces niveaux, il y a ce niveau qui se situe dans l'intime, en fait. Voilà. Eh bien, je voudrais te remercier pour, avant qu'on ouvre la discussion. Je veux dire que la première fois que j'ai entendu Maboula, c'était dans une émission de télévision sur LCI. C'était un débat sur, où il y avait beaucoup de monde, qui s'appelait « Est-ce qu'on peut tout dire ?» ou « Est-ce qu'on a le droit de tout dire ?» Enfin, une espèce de débat un peu imbécile, sur lequel je suis tombé par hasard. Mais je suis resté dans ce débat parce qu'il y avait d'un côté des jeunes femmes, féministes, jeunes, dynamiques, pleines de joie, dont toi. Et puis de l'autre côté, il y avait des vieux monsieur qui étaient sous la direction d'un Finkielkraut. Et qui était là, c'est dans cette fameuse soirée que Finkielkraut a déclaré qu'il tous les soirs, il violait sa femme. Donc, il y avait cette espèce d'assemblée. Et là, j'avais été frappé par ton rire, Maboula. Parce que ça t'avait fait beaucoup rire, les sottises de Finkielkraut. Et je trouve que ce soir, on a eu une belle soirée. Parce que c'est rare, sur un sujet aussi difficile, aussi délicat, aussi terrible, quelque part, que celui dont tu parles et sur lequel tu travailles, on a souvent ri quand même. Et ça, c'est bien qu'on puisse travailler sur ces questions-là de manière dans la joie aussi. Ouais. C'est très important pour le futur. Oui. Si je peux me permettre, je pense que le rire est nécessaire parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est trop dur. Et juste pour revenir brièvement sur cette fameuse émission du mois de novembre, j'ai ri au début, mais pas du tout à la fin. Enfin, c'était pas du tout drôle. Au départ, évidemment, c'est tellement absurde, c'est tellement... Mais c'est... Tous les hommes que vous avez mentionnés, pour moi, ils sont tellement représentatifs d'un monde qui est voué à un monde qui est mourant, c'est tout. Enfin, ils vont mourir, je me dis, ils vont mourir avant moi, de toute façon. Donc, voilà, ce monde, il est voué à disparaître. Et donc, il y a parfois, quand je suis face à presque des caricatures de ce monde vraiment sexiste, raciste, violent, misogyne, enfin incroyable. Voilà, on se dit c'est pas possible, là je les ai en face de moi, c'est pas un mythe, ils existent. Donc ça peut être un peu drôle. Mais après, au bout de 2h30 d'émission, non, c'était pas drôle. C'était pas drôle du tout. Et ces apparences médiatiques dont je ne suis pas spécialement fan, elles ont un coût. Elles ont un coût. On peut se dire, en tout cas c'est ma position, et je ne suis pas la seule, qu'il faut apparaître dans le débat public et il faut, je ne sais pas moi, faire sonner juste un autre son de cloche en se disant qu'on va convaincre personne. En tout cas, les personnes qui sont contre nous sur le plateau, ce n'est pas eux qu'on va convaincre. Ils ne vont pas avoir une illumination parce que je vais avoir développé un argument sans faille. On se dit que ce qui compte, c'est les personnes qui écoutent et que juste faire entendre à ces personnes qui écoutent ou qui regardent quelque chose qu'elles n'ont pas l'habitude d'entendre. Mais c'est dur parce que les conséquences, la violence symbolique et en plus la violence réelle qui s'abat après, à l'âge des réseaux sociaux, c'est réel. Donc au départ, j'ai ri parce qu'il me semblait fou.
Et en fin d'émission, vraiment, ils ont marqué quelques points et je ne riais vraiment plus du tout. Parce que quand on demande à quelqu'un publiquement d'exprimer sa gratitude, quand on est prise en étau et qu'on sait très bien qu'avec le dispositif de l'émission et avec le scénario de toute façon qui est mis en place, c'est-à-dire que si on m'invite et qu'on dit que je suis présidente de l'association Black History Month, c'est complètement différent, ce qui est vrai. C'est complètement différent que de me présenter en disant que je suis maîtresse de conférence. Donc il y a des pièges comme ça. Et en plus, il y a ce qui se passe en direct et ce que les gens voient à l'écran. Donc il y a eu vraiment beaucoup d'attaques qui, au final, voilà, font des dégâts. Voilà. Merci. Eh bien, je propose de laisser la parole à qui veut la prendre. C'est une vraie question, une belle question. Mais vraiment, je ne sais pas quoi dire. Parce que moi, déjà, je suis pas je suis trop rêveuse, en fait. J'ai un côté vraiment pas pragmatique. Je suis pas une faiseuse. Mais je veux bien qu'on essaie d'y réfléchir ensemble au quotidien. La question que tu me poses, je t'ai dit, enfin, je sais pas pourquoi, parce que tu t'appelles Djeneba. C'est pour ça, je me dis, ça y est, c'est la famille. C'est Djeneba, quoi. Ben oui, c'est vrai. Si Djeneba elle rencontre Maboula, elle sait. Elle sait. On a tous. Ouais, voilà, tu vois. Je t'envie. Tu vois. Mais, enfin, oui, c'est pas. On en rit, mais bien sûr qu'il y a des intimités comme ça. On sait que quand on rencontre une Djeneba, c'est pas elle qui va se moquer de notre prénom. Elle va jamais dire Maboula, t'es Maboul. Parce que Maboula, c'est peut-être sa mère. Pour commencer, enfin voilà, mais en tout cas la question que vous me posez, on va faire genre, je la trouve aussi un peu injuste parce que vous dites moi j'ai 48 ans, vous m'avez parlé de vous, moi j'ai 44 ans, donc on n'est pas si j'ai 44 ans et c'est comme si aujourd'hui on se rencontre aux âges qu'on a. Et parce qu'aujourd'hui, on se rencontre aux âges qu'on a et qu'évidemment, il y a toute cette mise en scène. Il y a le bouquin, il y a la Société Louise Michel, enfin là, on est en représentation. Mais ça, c'est aujourd'hui, en 2020. C'est en 2020. Donc, qu'est-ce qui se passait, je ne sais pas, en 2000 pour moi, ou qu'est-ce qui se passait en 1980 ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, évidemment qu'il y a des échelons que j'ai gravis, et ça, c'est une réalité. La réalité, c'est vrai que si vous avez Bac plus 3, ben moi j'ai Bac plus 8, c'est une réalité. La réalité, c'est aussi mon boulot. J'ai eu, la chance d'obtenir un poste en France. Mais il y a eu, avant ça, le poste que je l'ai obtenu, c'était en 2009. Donc ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans que je suis à l'aise, que je suis tranquille, que j'ai un salaire tous les mois et qui est correct. Voilà. Donc ça, c'est comme si c'était la partie visible du iceberg. Mais avant 2009, moi je suis née en 1976. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 33 années ? Et ces 33 années, aujourd'hui j'ai l'impression qu'elles sont complètement rendues invisibles par ma situation d'aujourd'hui. Ouais. Non, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On va dire, oui, mais, donc on peut me dire, oui, mais c'est facile pour toi. Oui, c'est facile pour moi. Ouais, ça se discute. Non, là je réfléchis. Hein, non, c'est pas du tout. Mais c'est pour ça que j'insiste sur la réalité de ma situation. Mais moi, ce qui m'a formée, c'est tout ce qui s'est passé avant 2009. Et même si je prends l'exemple, par exemple, de l'obtention du poste, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai grandi hyper pauvre. Voilà, j'ai grandi super, mais vraiment pauvre, pas juste banlieue, milieu populaire. J'ai grandi vraiment dans la précarité. Donc, ce qui veut dire que quand tu obtiens un poste, c'est-à-dire d'un coup d'un seul, tu es censé avoir accès à un salaire qui te mettrait à égalité avec toutes les personnes qui sont tes collègues. Mais sauf que c'est pas vrai. Toi, tu arrives, c'est-à-dire que c'est comme si tu n'avais rien, et un jour, à partir du 1er septembre 2009, tu es payé tant. Mais il y a eu des frais avant. Il y avait des choses que tu n'avais pas. Donc, à quel moment es-tu dans une réelle égalité sociale avec tes collègues, tu vois ? Donc, ça, c'était juste le premier point. Et après, la question du prix familial à payer. Au début, c'est marrant, on peut être fier aujourd'hui d'avoir une fille qui est docteur, d'avoir une fille qui est en poste à l'université, d'avoir une fille qui passe à la télé.
Mais avant, il a fallu régler la fille qui n'est pas mariée, la fille qui a fait des études pendant 10 ans, la fille qui n'a pas, qui a pas d'enfant, la fille qui veut voyager. Enfin, ça aussi, il a fallu le négocier. Donc moi je ne sais pas si je peux dire qu'est-ce qu'il faut faire, à part tenir bon, mais de tous les côtés. Et ce qui m'a apaisée, mais même par rapport à la culture, même par rapport au djoula, ce qui m'a apaisé, ce qui a soigné les complexes, je ne parle pas la langue, je ne sais pas faire telle sauce, je ne vais pas me marier comme ils veulent, ça c'est sûr, je vais pas, enfin voilà, tous les trucs, on se dit c'est pas possible, ça ne sera pas possible. C'est d'être parti malheureusement. Et aujourd'hui, une question vraiment qui me hante, c'est quel noir serais-je devenu si je n'étais pas partie de la France? Qu'est-ce que j'aurais eu le courage de faire? Parce que les injonctions, qu'elles viennent de chez nous ou qu'elles viennent de l'extérieur, de la France, elles sont telles que comment on fait? Comment on fait? Moi, ce qui m'a sauvée, c'est de voyager. Mais je sais ce que ça m'a coûté de voyager aussi. Et comment il a fallu que je me batte financièrement, que je me batte familialement pour le faire. Et c'est vrai que c'est vraiment l'expérience aux États-Unis qui m'a rendue zen, en fait. Parce que quand je rentre en France, je rentre vraiment arrogante. Enfin, je me dis, mais de toute façon, je parle à des gens qui connaissent rien. Donc des fois, ça va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Des fois, je vais rire, je vais me moquer, je vais prendre les gens de haut parce que j'ai une assurance que j'ai acquise ailleurs. Par contre, ce dont j'ai honte ou ce qui me fait culpabiliser, c'est de ne pas avoir donné assez de valeur à ma culture dès le départ. Ça, c'est venu après. Mais au départ, bien sûr, je voulais être blanche, je voulais être française, je voulais pas qu'on parle djoula en public, je voulais pas que... Pourtant, ma mère, elle m'a toujours parlé en djoula. Mais voilà, ces trucs-là, ça me fait honte, mais j'y suis revenue plus tard. Donc, pour essayer d'être concrète, qu'est-ce qu'il faut faire? Franchement, je sais pas, vraiment à part la dignité, à part l'assurance, à part vraiment l'estime de soi, à part se dire je vaux quelque chose, ma culture, elle vaut quelque chose, je suis quelqu'un, je sais vraiment pas quoi dire d'autre. Parce que tout nous pousse à nous effacer, à nous oublier, à ne pas nous prendre en compte. On est censé être, je sais pas moi, les plus laides, on est censé être les moins désirables, on est censé être les moins payés, on est censé être les plus marginalisés, tout le temps, au quotidien, partout. Je comprends tout à fait ce que tu es en train de me décrire, les petites remarques. Tout à l'heure, je plaisantais, oui, j'entends un petit soleil dans votre voix. Pourquoi? Enfin, quel soleil, dans quelle voix? Enfin, pourquoi? Ça peut être les collègues qui vont dire ah, c'est toi qui travailles en littérature africaine? Pas du tout. Mais pas du tout. Je fais tout sauf le continent. C'est mon traumatisme que je gère encore aujourd'hui. Tout sauf le continent. C'est la diaspora. Et je ne fais pas de littérature. J'utilise la littérature, mais moi, je suis en civilisation. Comment ça se fait que tu as pu confondre? Je suis la seule noire du département. Enfin, pourquoi? Donc, je sais pas comment... Je sais pas. Mais en tout cas, il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on trouve... Mais je pense qu'il faut s'aimer, c'est tout. Et puis, il faut s'écouter, il faut se lire, il faut se valoriser. Il faut... je sais pas, même dans la consommation, par exemple, qu'est-ce que... Tu sais, où on s'habille, qu'est-ce qu'on mange, comment ça se fait qu'il y a des choses qu'on va tout le temps appréhender comme gratuites. Ça, c'est rien, c'est à moi, c'est gratuit. Je ne vais pas donner. Il y a telle personne qui va faire un album, je ne paye pas pour lui ou pour elle. Je ne paye pas pour tel concert. Et après, il y a d'autres choses qui sont contre nous. Et ça, oui, on donne de l'argent. Pourquoi? Ça, c'est un exemple qui me vient à l'esprit quand je parle. Mais je sais pas, la dignité ou la mort. Enfin, c'est tout ce qui est, c'est la seule alternative. Mais tenir bon, enfin, se dire j'ai raison. La difficulté, c'est que des deux côtés, on est mis à mal. Hein. Ah oui? C'est ça qui est compliqué. Mais c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui fait qu'il y a tellement une urgence par rapport à l'extérieur. Il y a tellement d'agressions par rapport à l'extérieur qu'on va jamais dire... tu vas jamais dire, mais les djoulas, ils me saoulent, j'en ai marre. J'en ai marre des mariages, des baptêmes, des enterrements, des griots, j'en ai marre. Tu vas pas le dire, parce que tu veux pas rejeter tout ça. Mais il y a un moment dans ton quotidien, tu dis, bah, ouais, mais ça me saoule, j'ai pas envie, ou ça, je connais pas, ou ça c'est fini, je le ferai plus. Mais il y a un moment, ouais, peut-être que c'est un bon point. Il va falloir tout gérer, tout assumer, tu vois, et même s'opposer à nos parents
Et sans leur dire, ça ne veut pas dire qu'on devient blanc. Parce qu'on ne veut toujours pas devenir blanc. Enfin, on veut plus. Ou on veut, enfin, j'espère. Enfin, c'est le but. Personne veut devenir. Personne ne devrait être blanc. Ça creuse le fossé, justement, de commencer à moins 5000 une fois qu'on aurait le chaussée. On croit que ça y est, on est au bout du rouleau. Non, ça y est en pas. fait, c'est seulement là, on lève les yeux, qu'on voit que finalement, tout est à rejouer. Mais c'est une vie, on n'a pas 100 000 vies dans une vie. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est la découverte. C'est que moi, j'ai longtemps rêvé d'une fin. Enfin, qu'il y a un moment, je sais pas, j'allais gagner quelque chose. Mais en fait, maintenant, j'ai accepté que non, ça s'arrête pas, mais que c'est pas grave. Mais que ça s'arrête pas, il n'y a pas de grande victoire. Il n'y a rien, si je regarde les grandes étapes, intérieures ou extérieures, enfin, je veux dire, intime ou ce qui se passe dehors. Alors, comme si tu vas avoir un diplôme, il va se passer ça. Non, c'est pas ça. C'est pas comme si tu obtiens un poste et tu es accueilli en grande pompe. Non, puisque tu obtiens un poste, tu enseignes des choses qui sont minoritaires. Enfin, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es jamais la superstar du département. Personne n'en a rien à faire de toi. Et mon alternative, ça a toujours été l'extérieur, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui. Mon alternative, c'est, voilà, des fois quand la France me fatigue trop, bah, j'accepte et c'est un privilège, j'accepte une invitation d'un an aux États-Unis. Ils me payent mieux, ils me respectent, ils trouvent que je déchire. Et j'ai la liberté totale. Mais ça, c'est vrai que ça c'est mon privilège. Mais par contre, au quotidien, tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être s'assumer davantage, c'est-à-dire peut-être ne pas laisser passer les remarques. Parce qu'on se dit, on sait ce que ça nous coûte. Tu n'as pas envie de passer pour la collègue susceptible ou tu n'as pas envie de... Il faut que tu sois gentil. Mais normalement, la gentillesse n'a aucune place dans le monde professionnel. C'est pas la gentillesse que tu es payé ou que tu es évalué, normalement. Donc peut-être il va falloir assumer les coûts, et parce qu'il y aura des coûts, mais il y aura aussi des gains, c'est sûr. Pour moi, c'est comme un coming out. Ça suffit. Il n'y a pas à se cacher. Non, c'est vrai. C'est bon. Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien de se cacher. Non, mais c'est ça. Et on l'a pratiqué, le fait de se cacher, on l'a pratiqué. Et on voit très bien que ça ne nous a rien apporté. Alors autant être libre. Autant être libre. Moi, je sais que, peut-être ça sera la dernière anecdote. Une fois, j'étais dans la rue à Paris, j'étais dans le 18e. Et j'étais avec une de mes sœurs. Et c'était l'hiver, c'était le début de l'année. Ce que je veux dire, c'est pas longtemps après le premier de l'an. Et j'étais avec une de mes sœurs et on est habillés en noir. C'est important pour le reste de l'histoire. On était deux noirs habillés en noir. Et on tombe sur une femme blanche qui était de l'autre côté de la rue, c'était une petite rue, qui était en train de promener son chien. Et elle avait l'air de vouloir parler un peu, elle était assez âgée, elle parlait aux gens autour d'elle. Donc bon, elle se dit, elle veut nous parler, elle est un peu seule. Elle nous a dit, bonne année mesdames, bonne année mesdames. On a dit, bonne année madame. Et puis, alors on croit que tout va bien, jusque-là, qu'est-ce qui peut se passer? Et elle dit, oh mais, comment elle a formulé ça? Mais vous êtes toute tristounette là, vous êtes habillée en noir. On dit quoi? Oui, vous êtes en noir, c'est pas vos couleurs ça. Ben vous êtes des noirs, vous êtes des africaines, vous portez des couleurs, enfin c'était ça la discussion. Donc on a commencé, moi j'ai rien dit, puis ma soeur a dit, oh c'est bon, enfin elle s'est exaspérée. Mais à ce moment-là, je raconte ça parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, en fait, en dessous mon manteau noir, sous mon manteau noir, j'ai un haut turquoise pétant. Mais vraiment. Donc je me dis, en fait, je vais porter... Si on voit ce haut turquoise, on va me dire, ah, ça c'est vraiment tes couleurs. Hein, et quand tu es en noir, on va dire, ah, c'est pas tes couleurs. Tu peux jamais gagner. Donc porte ce que tu veux. Porte ce que tu veux, c'est tout ce que tu peux faire. Tu ne peux pas gagner. Tu mets du jaune, ça y est, le soleil de l'Afrique, nanana. Tu mets du noir, hein, ben vraiment, t'es pas une vraie africaine. Bon, ben, maintenant qu'on accepte tout, parce que c'est la réalité, c'est juste la gestion de la réalité, ben maintenant, c'est être libre, c'est tout. Être libre, peut-être que c'est ça que je veux dire par la dignité. Faire ce qu'on veut et l'assumer, en sachant qu'il y aura un prix. Il y a un prix. Mais franchement, il vaut mieux ça. T'as rien à gagner à te conformer à des choses qui ne te conviennent pas. Aujourd'hui, c'est vrai, bien sûr que c'est la formation, c'est la recherche, c'est les bouquins, j'ai eu la chance de m'enflammer ou de me passionner pour des choses. Mais j'y ai trouvé vraiment du réconfort. Tu vois, j'y ai vraiment trouvé des réconforts. Quand je parlais de Glissant tout à l'heure ou quand je parle de Marie Scondé, vraiment, c'est des personnes auxquelles je tiens, mais qui m'ont apporté. Ça a été concret ce que j'y ai trouvé. Quand on annonce
la mort de Toni Morrison au mois d'août, je suis dans tous mes états. Toni Morrison, elle est morte, elle est morte. Enfin voilà, ben, ça m'a aidé. Donc essayer de voir autour de nous et ce qui existe, même ce qui nous entoure, qui peut nous aider. Et s'accrocher à ça. S'accrocher à ça. Pardon. Qui d'autre veut intervenir? On va peut-être arrêter là. Oui, vas-y. Oui. Vas-y. On va pas refuser la parole au président. Je voudrais bien une question un peu, je vais la formuler court. Je dirais, si je disais les choses de façon un peu courte et rapide, je dirais le différent, la différence, c'est ce qu'on voit tout de suite. Et l'universel, c'est ce qu'on construit. Comment vous arrivez à penser le rapport entre la singularité, le singulier, l'expérience singulière et l'universel? Comment ça se construit pour vous? Comment ça s'articule pour vous? Alors, peut-être rapidement, parce que c'est une question complexe. C'est une question complexe. Moi, je ne pense pas, et je ne pense pas, et pour l'avoir réfléchi, bon, je ne pense pas que le fait d'être, par exemple, ancré dans un territoire, ancré dans un corps, le fait d'être situé ne s'oppose pas à cette notion de l'universel. Je pense que justement, on peut atteindre un universel par le biais de la situation, par le biais de l'ancrage. Et c'est ça, justement, que peut-être que c'est ça le malentendu entre dans notre approche française hexagonale de ces catégorisations raciales et de ces processus de racialisation. Comme s'il y aurait un universel désincarné, je ne sais pas, presque abstrait, qui ne prend en compte ni les corps, qui ne prendrait en compte ni les corps, ni les expériences. Ce qui est absolument faux. Et je pense qu'à chaque fois que, lorsqu'on est situé, lorsqu'on est ancré, c'est aussi les moments, les endroits où on peut justement affirmer son humanité. Et l'humanité, c'est peut-être ça le paradoxe. L'humanité, elle est commune, et elle est universelle. Et donc, par exemple, quand c'est pour rester schématique, puisque j'utilise ces noirs, blancs, parce que c'est les deux extrêmes, mais dire, en fait, à l'origine, dire noir, ça a voulu dire non humain. C'est ça que ça a voulu dire. Noir, c'est non humain. On a retiré cette catégorie noire de la catégorie humaine. Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut être pleinement noir, c'est-à-dire en opposition, enfin pleinement noir, en opposition à la construction initiale et dans la réaffirmation de l'humanité, ce qui mène à un universel. Tant qu'on raconte son humanité, on est en conversation avec le reste de l'humanité. Et donc, décrire les gens comme noirs, ça a été les exclure. Et donc, si les noirs disent quelque chose, produisent quelque chose, ça ne reste que noir. Moi, je dis que noir, c'est humain. Donc, l'ancrage, le fait d'être situé, n'enlève rien. L'universel, c'est l'humanité. Et l'humanité, elle se décline dans une multitude d'expériences, et dans une multitude d'expériences qui sont aussi façonnées par l'histoire. Être blanc, c'est aussi une identité, et c'est une expérience dont on peut parler, qui va et qui devient de plus en plus visible. Avant, c'était la norme. Maintenant, on peut s'intéresser, on peut réfléchir, on peut s'autoriser à se dire non, mais de toute façon, si noir, ça a été construit en opposition à, quelle est l'opposition? Et c'est pareil pour les rapports de genre, c'est pareil pour la sexualité, les orientations sexuelles. C'est pareil. On peut être, je ne sais pas, est-ce que transgenre, ça veut dire non humain? Est-ce que raconter son identité, son parcours, sa trajectoire de transgenre exclurait quelqu'un de cette catégorie humaine? Non, la personne a quelque chose à dire sur sa vie. Et quelle qu'elle soit, et ça peut être quelque chose qui n'est pas notre propre expérience, mais qui existe quand même. Et comme ça existe, c'est humain. Quel que soit le label, quel que soit le qualificatif. Et ces questions d'identité raciale, elles sont récentes dans l'histoire humaine. Elles sont récentes. Donc peut-être qu'à un moment, si on en discute, et on arrivera à les dépasser. Et peut-être on créera d'autres catégories. Mais
En tout cas, aujourd'hui, on est dans ce moment où elle compte. Et on ne peut pas faire comme si elle ne comptait pas. Il y a se définir ou être défini comme noir ou blanc, c'est un moment précis de l'histoire. Avant, les gens ne se définissaient pas comme ça, mais ça ne voulait pas dire que le monde était plus juste. Ça voulait juste dire que l'organisation des sociétés, elle se déployait de manière différente. Que ce soit, je ne sais pas, par la religion, la classe sociale, que ce soit le lieu de naissance, que ce soit le degré perçu de civilisation, que ce soit le régime alimentaire même. Enfin, voilà, on a trouvé plein de façons de catégoriser les humains. En ce moment, on a trouvé celle-là et on est dedans. Et je pense qu'il faut juste que tout le monde regagne son humanité et que l'humanité de tous, quelle qu'elle soit, aussi particulière soit-elle, aussi spécifique soit-elle, devienne acceptable. Je ne sais pas si ça répond si, vraiment. Ça répond très bien, merci. Ça peut être... je parlais de Toni Morrison, justement. Voilà. Toni Morrison, tout comme, je sais pas, Aimé Césaire, quand il est mort, c'est des personnes, des grandes figures qui parfois ont été... dont l'annonce de la mort a déclenché une sorte de production d'un discours universel, universaliste de leur œuvre, enfin immédiatement. C'est vraiment les deux exemples qui me viennent à l'esprit. Aimé Césaire, le chantre de la négritude universelle, comme s'il n'avait pas dit le nègre fondamental. Enfin, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, nègre fondamental. Ou Toni Morrison, qui est une... Mais Toni Morrison, elle est tellement ancrée dans la communauté africaine, mais tellement... Enfin, je veux dire, pourquoi on a peur de le dire? Pourquoi cet ancrage, il est impossible à appréhender? Il est tellement ancré... Il est tellement ancré qu'il en devient véritablement universel, mais en restant noir. C'est pas il est universel, non, il n'a pas de couleur. Non, 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 non. Elle est très claire. En tout cas, dans son intention littéraire, elle est très claire. Elle va parler de carnation, elle va parler des, je sais pas, des différents types de corps noirs. Elle va parler des cultures. C'est noir. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas toucher des personnes qui ne sont pas noires. Mais ça passera par le noir. Tout comme un journaliste d'origine bretonne qui à la lecture de mon livre m'a dit, et oui, ça m'a frappé, mais il m'a dit, j'ai été particulièrement interpellé par votre discussion de la langue maternelle. Alors je lui ai dit, ah bon? Et il m'a dit, oui, parce que moi je suis breton, mes parents sont bretons et mes 4 grands-parents sont bretons. Et mes 4 grands-parents parlent la langue bretonne et mes parents font partie de la génération qui ne la parle pas du tout. Et moi, j'arrive et je me dis, enfin, quand je dis moi, c'est lui. Moi, j'arrive et je me dis, ouais, et moi, le breton, qu'est-ce que j'en fais la langue? J'aimerais bien la parler, pourquoi on ne la parle plus? Et voilà. Et donc, lui, breton, se dit que moi, quand je parle du djoula, ça peut faire écho. Et pourquoi pas? Et pourquoi c'est si impossible? Une langue maternelle, c'est une langue maternelle. Une langue, c'est une langue, et une mère, c'est une mère. Et on peut enfin, c'est pas tout le monde qui a des mères, enfin, qui le connaissent, mais on peut partager ça. Et discuter. Mais pour moi, l'ancrage, quand je dis je décide d'être noire, c'est que voilà, je suis noire. C'est pas la peine de dire. Voilà, il y a ce grand écart entre mais non, on n'est plus noir, blanc, ça ne compte pas. Si, ça compte. Et je compte. Il m'est important d'être reconnu comme noir. Et il m'est important d'être valorisé comme noir. C'est pas moins on est noir et mieux c'est. Je veux être noir, justement. Parce que je sais comment la catégorie noire, elle a été construite à travers l'histoire. Et la dévalorisation dont elle est née. Comme si on disait à quelqu'un en situation de handicap, je ne vois pas ton handicap et pour moi, tu n'as pas de handicap. Je ne dis pas que noir, c'est un handicap, hein, j'espère que ça ne va pas être déformé. Mais non, je n'ai pas vu que tu avais... Non, est-ce qu'avec mon handicap, est-ce qu'on peut me traiter équitablement? Est-ce que je peux être beau? Est-ce que je peux être égal? Est-ce que je peux être intéressant avec ce handicap, sans le masquer? Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je propose qu'on arrête. Et merci beaucoup.